Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc et vous. Nous sommes le vendredi 21 décembre 2018, le dernier point de marché pour ma part de la semaine et même avant des fêtes, puisque je reviendrai le 26 décembre sur les marchés. Donc voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que j'oublie, bien écoutez, passez de bonnes fêtes si voilà après ce vendredi. Qui risque d'être assez volatile puisqu'on a toujours finalement un risque de shutdown. Hier soir, Donald Trump qui a remenacé le Congrès bien de fermeture des administrations fédérales si bien ce dernier ne souhaitait pas financer sa construction du mur à la frontière du Mexique pour 5 milliards $. Donc il y a un risque qui est existant, ce qui a fait pression sur le S&P. Finalement, il en faut dorénavant que très très peu pour que voilà les marchés actions soient baissiers. On a vraiment un tas de facteurs qui pèsent sur les marchés que la moindre information nouvelle négative vient vraiment enfoncer le clou davantage. Donc voilà, on a même le S&P voilà qui hier est revenu tester ses seuils d'août 2017 à 2450 points. Alors on a eu beaucoup d'acheteurs qui sont manifestés à ce niveau-là. Est-ce que on peut voilà anticiper un rebond? Alors voilà, je vais y venir dans un petit instant. Mais avant toute chose, comme d'habitude, l'avertissement, les gars, sur le risque, le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG, fournissement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau de l'actualité, si vous voulez, pour le shutdown, on a Donald Trump qui souhaite que le Congrès accorde le financement pour 5 milliards de dollars pour la construction du mur à la frontière du Mexique. Sauf que ni la Chambre des représentants qui est majorité démocrate, ni le Sénat qui est majorité républicaine, eh bien souhaitent financer ce projet et, euh, et donc, étant donné que aux États-Unis, les administrations fédérales, qui est, on va dire, un petit peu comme le gouvernement, comme on va dire le financement des régions, vous voyez, un petit peu comme, enfin, j'essaie de trouver un équivalent en France. Je pense que c'est ce qui ressemble le plus. Voilà, c'est comme si finalement, eh bien, le gouvernement arrêtait de financer, eh bien, le financement des régions, des communes, etc. Enfin, toute l'administration fédérale finalement. Donc en fait, on a des financements, il me semble que c'est tous les trimestres, voilà, quelque chose comme cela. Donc là, on a juste d'ici vendredi soir, Donald Trump doit approuver le financement de l'administration fédérale jusqu'au 8 février prochain. D'accord? Donc si ce soir il ne valide pas, eh bien on a un shutdown, ça veut dire que les administrations fédérales eh bien sont fermées. En tout cas, il y a des services qui sont fermés. Donc voilà, donc finalement une information plutôt négative. En plus de cela, on a entre les États-Unis et la Chine, on a les États-Unis qui ont accusé deux ressortissants chinois de mener des opérations d'espionnage économique. On a le ministre des Affaires étrangères chinois qui a refuté et qui a invité les États-Unis à rejeter voilà ces accusations. Et enfin, au niveau macroéconomique, on a l'inflation qui a ralenti à 0,9% en novembre contre 1% en octobre sur une année glissante, donc très peu de nouvelles informations cette semaine sur les marchés, que ce soit au niveau du Brexit, voilà, on n'a pas grand-chose et donc ça se fait réellement ressentir finalement sur les marchés puisque la moindre information négative vient impacter les marchés. On a eu une nouvelle séance négative sur les marchés, moins 1,58% pour le S&P 500, le DXY qui a encore reculé, moins 0,78, on a le fameux breakout qu'on souhaite. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les traders forex. Ce matin, nous avons le T-Note qui prend 4 points de base par rapport à hier matin. Le yen qui est à l'équilibre. Le yen qui est d'ailleurs revenu à son haut du range. Donc on va y venir dans un petit instant. Le gold qui est en légère baisse ce matin puisqu'on a un rebond un petit peu du dollar après plusieurs séances de baisse. Le Nikkei qui est en baisse de 1,11% et enfin le MSCI Emerging Market qui est en hausse de plus 0,17. Alors petite parenthèse, ce n'est pas du tout prévu, mais je viens de penser la seconde de vous faire voir une étude rapidement. Voilà, une étude que j'ai réalisée, une étude statistique que j'ai réalisée en début de semaine. En fait, c'est pour savoir si, en fait, je me suis posé la question si c'était profitable de, par exemple, payer le DAX à l'ouverture des marchés européens si on avait eu une baisse du VIX la veille.
Vous voyez? Est-ce que c'était profitable? Eh bien, on va voir ça dans un petit instant, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais pas m'attarder dessus, j'ai fait un article à ce sujet, donc si vous voulez plus de détails sur cette étude, eh bien, je vous invite à lire cet article. Mais voilà un petit peu ce qu'en est ressorti. Donc là, vous avez ici la performance du VIX la veille, et ensuite, par rapport au prix d'ouverture de la séance, pas par rapport au prix de fermeture de la veille, d'accord, est-ce que le DAX, le Shanghai Composite ou le Nikkei ont été profitables? Est-ce qu'ils ont clôturé plus haut qu'ils ont ouvert leur séance? En fait, la question, c'est de savoir est-ce que finalement la performance du VIX se reflète sur le contrat futur des indices ou est-ce que ça se reflète également sur le cash finalement? D'accord? Donc en fait, on voit que le Nikkei réagit euh, vraiment de façon identique au S&P 500 et donc de façon opposée au VIX. Baisse du VIX, excusez-moi, alors baisse du VIX, probabilité extrêmement importante. Voilà, excusez-moi, j'avais reçu une petite notification. Donc baisse du VIX, vous voyez ici. Donc c'est positif pour les marchés actions. Et là, on voit dans l'immédiat que le Nikkei a 77% de chance de terminer plus haut qu'il a ouvert la séance. Je dis bien qu'il a ouvert, hein, c'est pas par rapport au prix de fermeture de la veille. Hein. Donc ça veut dire, c'est vraiment la question, c'est est-ce que si le VIX baisse la veille, est-ce qu'il faut payer le Nikkei à l'ouverture de la séance asiatique ou est-ce qu'il faut payer le DAX à l'ouverture de la séance européenne? Eh bien, vous voyez que le DAX, eh bien, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Donc là, il y a que pour cette performance de 36%, il n'y a que 14 échantillons. Donc vous voyez que c'est relativement peu. Mais si par exemple on prend une baisse de 10% du VIX, il y a 171 fois où ça s'est passé depuis le début des années 2000, hein, parce que j'ai réalisé cette étude depuis voilà le 1er janvier 2000. Donc vous voyez 171 séances où le VIX a perdu 10% et on a 50% de gains. 50% de perte. Donc autant dire qu'il n'y a pas réellement de quoi utiliser cette probabilité. Par contre, là où il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous voyez que les indices ne profitent pas réellement des baisses du VIX, à part le Nikkei. Le Nikkei, on voit quand même que voilà, 77%, c'est quand même relativement important. Par contre, si on a une hausse du VIX, là, c'est indiscutable. On a le Nikkei ou le DAX qui réagit négativement. Vous voyez que si on a une hausse de 30% du VIX en une séance, ou même de 20, on a finalement 37% de chance d'un rebond du Nikkei. Ce qui veut dire qu'on a 63% de chance d'une baisse. Là, on a pour le DAX 38% de chance de rebond. Ce qui veut dire qu'on a 38% qu'on a 62% de chance de baisse du DAX. Donc voilà, ça c'est l'étude que j'ai faite. Par contre, on voit que le Shanghai Composite, peu importe ce que le VIX fait, hein, il n'y a pas réellement de corrélation entre VIX et finalement le Shanghai Composite. Hein. Vous voyez là, on a une hausse du VIX, le Shanghai qui statistiquement termine en hausse, ou on a une baisse du VIX, le Shanghai qui termine statistiquement en hausse. Donc vous voyez qu'il n'y a pas réellement de corrélation entre le Shanghai et le VIX. Donc voilà, je vais vous envoyer ce lien. Je vous invite à lire l'article si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà, et me partager votre retour, hein, bien évidemment. Alors, que ferait le DXY si shutdown? Alors une baisse, hein, une baisse. Voilà, un shutdown, c'est pas bon. C'est pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour l'économie américaine. Donc voilà, ça serait pas bon pour le DXY, ça serait pas bon pour les marchés actions. Surtout dans ce contexte où on a déjà beaucoup de sources d'incertitude. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Voilà, je reviens, donc on va passer au calendrier, pardon, ça c'est le calendrier donc c'était le calendrier de la veille puisqu'il n'y avait pas assez de place. On a beaucoup de statistiques hein, pour cette dernière séance. On a tout d'abord le PIB du Royaume-Uni à 10h30. PIB, alors où est-ce que j'ai vu ça? Alors ça doit être en faible. Ou je me suis trompé. 2 jours. Alors peut-être que je me suis trompé de jour. Bon, donc on n'a pas. Ah si, voilà, le PIB final. Bon, l'estimation finale, ce n'est jamais très très volatile, mais bon, c'est quand même à relever. Hein. Donc attendu à 1,5%, soit comme le deuxième trimestre. Nous aurons le PIB canadien à 14h30, attendu, vous voyez en accélération, 2,2%. Nous aurons ensuite PIB États-Unis, nous aurons commande de biens durables, nous aurons la confiance des consommateurs, de la zone euro hein, à 16h, attendu en baisse.
Vous voyez. Nous aurons ensuite l'indice PCE Core, ce qui est assez important, attendu en hausse à 1,9%, et ensuite l'indice de confiance du Michigan. Donc tout au long de la journée, on devrait avoir quand même pas mal de chiffres d'indicateurs macroéconomiques à surveiller, et donc une dernière journée assez volatile, je dirais. Au niveau du forex, on voit que les devises européennes surperforment, alors que à l'inverse, on a le yen, le dollar, le NZD qui sont en baisse. Alors le yen qui gagne un petit peu de terrain. Vous voyez que le yen index est revenu au contact de la résistance de son range. De ce fait, alors je ne dirais pas qu'il faut shorter le yen. Pour ceux qui sont longs, je pense que c'est encore possible de maintenir des stratégies longues, mais soyez prudents au moindre retournement de cet index. Si on commence à avoir des signaux baissiers de cet indice yen, il faudra clairement prendre ses bénéfices sur le yen. Voilà. C'est d'ores et déjà possible d'ailleurs de prendre quelques bénéfices, hein. Je pense que c'est relativement intéressant d'en prendre vu que le yen est sous une résistance quand même majeure, hein. Je rappelle, c'est la résistance. Vous voyez, c'est une zone de résistance. Alors on peut peut-être aller un petit peu plus haut. Vous voyez, on peut peut-être aller jusqu'ici. Voilà. Mais en tout cas, on arrive en haut de ce range, donc prudence pour ceux qui sont à l'achat. C'est pas le moment, encore une fois, de shorter le yen, parce que voilà, la tendance est indiscutablement haussière. Mais par contre, ceux qui sont à l'achat sur le yen, faut s'attendre à un ralentissement du momentum. Voilà. Au niveau de l'euro, l'euro qui décolle, vous voyez, depuis le budget italien, ça y est, il est en hausse, hein. Donc l'euro, c'est tendance haussière. Je pense que c'est possible de payer l'euro concrètement, d'autant plus que, regardez, cet indice dollar est en baisse, mais surtout le DXY hier, il est enfin sorti de son triangle symétrique. Donc là, on a un signal baissier. On a un signal baissier en direction des 91, 95, 16, puis 93, 30. Pour ceux qui ne souhaitent pas trader le DXY, concrètement, il y a deux paires possibles à trader pour vendre le dollar. C'est acheter l'euro-dollar, ce qui revient à acheter l'euro et vendre le dollar, hein. Direction 1,15 puis même un 16,40, je dirais, hein. Ou alors vous shortez l'USD Yen, mais bon, on est arrivé, on est déjà relativement bas. L'objectif, c'est d'aller chercher les 110. Voilà. Donc short USD Yen, long euro-dollar. Vous savez que le JBP, je me prononce pas dessus, mais sinon finalement, puisque vous savez que l'USD Yen, c'est quand même, il me semble, 20% du DXY et que l'euro-dollar c'est 56%. Vous voyez que si vous voulez acheter l'euro-dollar et vendre l'USD Yen, autant finalement vendre le DXY, puisque je rappelle, l'euro-dollar et l'USD Yen, c'est à peu près 75% de l'indice DXY. On a 10% ensuite de livres sterling et ensuite 15 autres pourcents avec du franc suisse, couronne suédoise. Voilà, on a un peu ensuite d'autres devises, vous voyez. Mais voilà, concrètement, le DXY, je pense que c'est une bonne, vu le changement vraiment de tendance sur le SDN et l'euro-dollar, je pense que le DXY, c'est clairement intéressant de le vendre jusqu'à 95,16, puis même finalement au bas de cette oblique haussière en noir, vous voyez, sur lequel le cours a rebondi donc en septembre 2017 et en septembre 2018. Voilà, donc un retour vers 94,50 me semble clairement possible. Alors pas dans l'immédiat, pas la semaine prochaine, mais voilà, d'ici, on va dire, un horizon de temps d'un mois, ça me semble clairement possible. Alors aujourd'hui à la radio, ils nous ont dit que c'était la journée des sorcières. Alors la journée des trois sorcières, c'est le troisième vendredi. Alors des quatre sorcières, pardon, c'est le troisième vendredi du dernier mois du trimestre. Et donc oui, c'est la journée des quatre sorcières. Aujourd'hui, c'est le 21, oui, donc voilà. Journée des quatre sorcières. Alors ça, il fut un temps où c'était source de volatilité. Maintenant, aujourd'hui, parfois, il n'y a aucune volatilité le jour des quatre sorcières. Donc voilà. Concrètement, journée des quatre sorcières, c'est que ceux qui sont sur les contrats futurs et sur les options, en fait, puisque ces contrats ont une expiration, eh bien, ils vont clôturer leur position avant la fermeture de ce contrat. Autrement, pour ceux qui sont à l'achat, imaginez sur le contrat Brent, d'accord, et qui n'ont pas clôturé leur position sur le futur lors de l'expiration, eh bien, ils recevront devant chez eux plusieurs centaines de barils de pétrole. Vous voyez, donc voilà, les quatre sorcières, c'est cela en fait, les institutionnels, ceux qui tradent, ou même les particuliers qui tradent les futurs, en fait, ils liquident leur position, ils vont sur le contrat suivant, à la prochaine échéance.
Voilà. Mais sauf que le problème, c'est que dorénavant, les investisseurs anticipent de plus en plus et ils commencent à trader la prochaine expiration en général 2 mois avant la fin de l'expiration du contrat le plus le plus proche finalement. Voilà, donc finalement on n'a plus beaucoup de volatilité le jour des 4 sorcières. Alors ça peut arriver de façon exceptionnelle, mais voilà, on n'a pas vraiment une hausse significative de la volatilité. Donc ce n'est pas une raison pour ne pas être prudent, mais voilà. On va pas forcément, ça va pas être, c'est pas pour cette raison qu'on va avoir la volatilité sur les marchés, vous voyez. Donc voilà, vraiment, en ce vendredi, ce que je peux dire, c'est que le DXY, pour moi, on a des signaux baissiers assez importants. La sortie par le bas du triangle. Alors je pense qu'en hebdo, on avait une divergence. En plus, vous voyez, on a une divergence. Si par exemple le RSI passe sous 50 et clôture sous ce niveau-là, ça serait un nouveau signal baissier vraiment très important. Et donc voilà, je suis clairement baissier sur le DXY à court et moyen terme. L'euro-dollar, de ce fait, je suis haussier jusqu'à, je pense, il y a une perspective jusqu'à au moins 16,40. Le GBP-USD, bon, voilà, je vais m'abstenir voilà, de me positionner, d'avoir une opinion, parce que ça dépend vraiment du Brexit. Mais je pense que la simple baisse du dollar peut permettre au JBP de revenir à 1,30. Voilà. L'USD-Yen, bon, 110. Ça, on l'a dit depuis maintenant quelques séances. L'USD-CAD, vous voyez que malgré la baisse du DXY, l'USD-CAD n'est pas en baisse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les cours de pétrole ont poursuivi leur baisse hier et vous voyez que, ça y est, le Brent est venu chercher 55 dollars. Est-ce qu'il faut payer 55 dollars? La réponse, c'est non. Non, puisque la tendance est clairement baissière. Vous voyez qu'on est en dessous de la bande inférieure de Kettner. Donc voilà, c'est baissier. Là, le prochain objectif, concrètement, c'est qu'on aille chercher les 50 dollars le baril. 50 dollars, c'est le prochain seuil psychologique. Voilà, donc 50 dollars, prochain niveau de support. Pour le WTI, on est à 46. Concrètement, l'objectif, c'est d'aller chercher 45, puis 40. Au niveau du CAD Index, eh bien, c'est comme hier ou comme la semaine dernière, c'est en baisse malgré la divergence haussière. Tant que la divergence ne passe pas au-dessus de 50, honnêtement, il y a pas d'achat à faire sur le CAD. Et c'est pour cette raison que l'USD-CAD est en hausse. C'est simplement parce que la baisse des cours de pétrole euh, fait énormément pression sur le dollar canadien et donc la baisse du dollar US ne se reflète pas sur l'USD-CAD. Mais ce n'est pas une raison pour acheter l'USD-CAD selon moi, puisque si le pétrole demain rebondit, l'USD-CAD sera extrêmement baissier. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde le CAD-Yen, vous savez, c'était une paire qu'on avait regardé il y a quelques temps. Le CAD-Yen, voilà, l'objectif à 82,17 a été atteint. Je pense qu'on a encore une marge de baisse possible, mais par contre, le momentum devrait ralentir. Pourquoi? Bien parce que on a le yen index qui est arrivé sous résistance, donc je m'attends à ce que la tendance haussière du yen vraiment ralentisse et donc le CAD yen, sa baisse, bien ralentisse également. Voilà. Donc CAD yen, je pense qu'il y a encore une marge de progression à la baisse, mais je pense que le plus gros du mouvement a déjà été fait et qu'il faut, je pense, prendre des bénéfices, clairement. Si vous y étiez à la vente sur le CAD yen, voilà, je pense qu'il faut prendre des bénéfices vers ce niveau de prix. Il y a un potentiel dorénavant baissier jusqu'à, vous voyez, ce plus bas finalement, jusqu'à 80,50. Donc une baisse d'environ 170 points. Bonjour, intéressant votre étude. Est-ce qu'on a eu le signal sur le VIX? Est-ce que les débuts d'année après un descente catastrophique sont plutôt aussi historiquement à-t-on du volume? Alors déjà pour répondre à la dernière volume, le volume, moi personnellement, c'est un indicateur que je ne regarde plus du tout. Et d'ailleurs, il y a les récents livres d'analyse technique. Alors maintenant, vous savez que l'analyse technique, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment très personnel. Donc il n'y a pas quelque chose de véridique ou non. Mais il faut savoir que la plupart des volumes maintenant sont réalisés, à part sur les actions, à part sur les actions, mais sur les indices et matières premières ou sur les devises, c'est sur des contrats dérivés. Donc les volumes, de ce fait, ne sont pas centralisés. Voilà. Et donc, sont pas très très importants selon moi. Maintenant, voilà, ça peut être une information toujours exploitable, mais personnellement, je ne l'utilise plus du tout. Donc mon étude, est-ce que on a eu un signal sur le VIX? La réponse c'est non. Généralement, lorsqu'on a une baisse aussi significative du marché action comme hier à Wall Street, c'est dire que le VIX s'est davantage éloigné de sa moyenne mobile. Mais on peut quand même regarder.
Et on va tout de même regarder. Vous voyez que le VIX est venu à 28. Hein, on a dépassé une résistance. Donc, voilà, ça m'étonnerait qu'on ait eu un signal. Au contraire, je pense que finalement, l'écart relatif c'est même rallongé. Vous voyez, on est reparti, on est à 12. Hein. 12 hier, le 12. Pardon, même pas. On était à 15 hier. Vous voyez, on a la valeur en rouge ici. Valeur du 20 décembre, 15,63%. Donc on est encore loin. Enfin, on est loin. Nous ne sommes pas passés en dessous de 10, donc nous n'avons pas eu notre signal haussier. Est-ce que les débuts d'année après un décembre catastrophique sont plutôt haussiers historiquement? Alors pareil, j'ai fait une étude là-dessus. J'ai fait une étude là-dessus que je vais vous faire voir. Eh bien, écoutez, maintenant, qui montre que lorsqu'on a un trimestre comme ce qu'on a actuellement, où on a une baisse de plus de 25% de Wall Street, il y a 78% de chances d'un rebond. 78%. Donc, c'est quand même assez important comme probabilité. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Alors, ça doit être dans mes fichiers que je vais regarder tout de suite. Alors, c'est en train de charger, hein, si vous pouvez donner 2 petites secondes. Voilà, donc c'est cette étude que vous pouvez voir devant vous. Donc c'est la performance du S&P du trimestre suivant une baisse de plus de 10%, pardon, pas 25, de plus de 10%. Et on constate que quand eh bien on a une baisse de plus de 10% dans le trimestre du S&P 500, eh bien on a une probabilité de rebond de 78%. Maintenant, voilà, c'est une probabilité. Il y a 78% de chance d'un rebond, c'est-à-dire qu'il y a 22% de chance d'une nouvelle baisse. Voilà, donc voilà. Ça donc c'est depuis le début depuis 1950, hein, c'est statistique. Hein. Voilà. Bon, nous revenons donc à la plateforme. Donc au niveau du forex, concrètement, je suis baissier, vraiment baissier dollar. Là, on a les signaux que j'attendais depuis plusieurs semaines. Hein, pour ceux qui y sont habitués, vous m'avez déjà entendu de nombreuses reprises annoncer d'attendre la cassure, enfin la sortie du triangle, et de vraiment ne pas anticiper cette sortie. Et bien, vous voyez, là, on est clairement sorti par le bas. Et on a même clôturé finalement hier en dessous de la bande inférieure de Kettner. Le RSI qui est à un plus bas depuis septembre. Bref, c'est baissier le dollar. C'est vraiment le mot de la fin pour le Forex. Au niveau des indices, eh bien, on ouvre en baisse, hein, sans surprise. Sans surprise, on ouvre en baisse. Et alors, je dis... Alors, pourquoi je n'ai pas le chandelier? J'ai du mal paramétrer. 8h, 16h30. Ah non, c'est ici, pardon. J'ai le chandelier et attendez, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de gap. Alors non, on n'a pas eu de gap, excusez-moi. Autant pour moi. Donc on n'a pas eu de gap. Par contre, les indices qui ont enfoncé hier leur plus bas. Alors pas à la séance européenne, mais voilà, à l'ouverture du marché américain, on a vraiment les indices qui ont chuté, hein, à nouveau. Le DAX qui a enfoncé son niveau de support, le S&P également. Donc là concrètement, j'aimerais, on va dire, être optimiste. Et vous savez que voilà, pour ceux qui sont habitués, je suis plutôt, voilà, je suis pas quelqu'un qui crie à shorter les indices tout le temps, enfin même que très rarement. Mais là, pour le coup, j'attendais 2550, 2530, 2500 qui était le dernier des derniers supports. On le brise, ça fait quand même trois supports majeurs, hein, 2550, 2530 et 2500 qui sont cassés en l'espace d'une semaine. Voilà, c'est beaucoup et donc je pense que voilà, le S&P est amené
à revenir proche de cet oblique qui a cherché le plus bas de 2009, 2011 et 2016. Donc aux alentours, vous voyez, des 2300 points. Voilà, ça me semble possible qu'on vienne chercher ce niveau de prix, ce qui ferait une baisse quand même je pense, de tête comme ça, 23%. Alors 21, vous voyez, si on vient chercher les 2300, donc 21,65. Donc voilà, là on est déjà en baisse de 16% sur le S&P. Donc je pense que c'est possible qu'on aille chercher ce niveau, hein, cet oblique. Maintenant voilà, vous savez que shorter le S&P, en tout cas je pense que c'est risqué. Maintenant voilà, c'est à vous c'est vous qui tradez. Et si vous êtes confiant à shorter le S&P, eh bien écoutez, il n'y a aucun problème. Du coup, il y a eu un signal baissier quand même important hier qui a été donné, c'est le breakout des 2500. Et finalement, sur l'ensemble de la semaine, si on regarde le chandelier hebdo, pardon, excusez-moi, donc chandelier hebdo clôture sous 2006, sous 2550, sous 2530 et très probablement, à part si on a un rebond de 25 points, sous les 2500 points. Donc ça fait quand même 4 supports majeurs qui sont franchis en une semaine. C'est une information extrêmement négative. Il faut savoir que 50%, plus de 50% des actions qui sont dans l'indice S&P 500 sont en baisse de plus de 20%, sont en bear market. Voilà, donc c'est information négative et voilà, je pense qu'on va venir chercher, pour être tout à fait franc avec vous, les 2500. Oui, on a cette moyenne mobile en noir aussi qui peut faire office de support. Cette moyenne mobile en noir ici, alors que je vais mettre en rouge, hein, pour vraiment la différencier, c'est la moyenne mobile à 200 semaines. Je vais la mettre en gros, voilà. Regardez cette moyenne mobile à 200 semaines, support en 2011, support en 2015. Et là, donc, elle est actuellement à 2350 à peu près, 2347. Donc voilà, concrètement, là, le prochain niveau de support sous les 2500, si on a un chandelier comme cela qui clôture sous 2500, honnêtement, on vient chercher très probablement la moyenne mobile, hein. Moyenne mobile qui est relativement proche de cette oblique. Bonjour, on a un Def Cross sur le S&P, ça ne présage rien de bon. Alors bonjour Patrick, oui, ça ne présage rien de bon. C'est clair que ça ne présage rien de bon. C'est une information technique également en faveur d'une baisse, hein. Philippe qui me dit merci, donc 70%, c'est-à-dire qu'on peut avoir un biais haussier dans son trading, même si on n'a pas forcément une hausse. Quand vous dites 70% de hausse, c'est une hausse sur le trimestre suivant. Exactement. C'est quand on a eu un trimestre dans lequel le S&P a baissé de 10%, et bien le trimestre suivant, il y a 78% de chances qu'il clôture plus élevé que le trimestre précédent. A-t-on son envergure moyenne et sa propagation sur la suite? Alors on peut faire ça tout de suite, hein, je pense. Bon, on peut faire ça on peut faire ça rapidement, peut-être. Alors, donc on va faire ça rapidement. Vous voyez là, c'est les chiffres. Et donc on va juste simplement faire une moyenne, hein, si vous voulez bien. Euh, donc c'est une moyenne de 10%. Voilà. C'est une moyenne de 10%. Si on a une hausse, c'est une moyenne de 10% de hausse. Enfin 9,6 pour être précis. Voilà. Sinon, quelle action US serait à surveiller pour valider une hausse sur les indices US? Alors, honnêtement, Apple et Amazon, hein. Apple et Amazon vont être les deux actions à surveiller. Apple, Amazon, sans aucun doute. Si on a un rebond d'Apple et d'Amazon, on a un rebond de Wall Street, hein. Mais pour le moment, Apple et Amazon sont, vous voyez, c'est clairement baissier, hein. On casse des supports, pareil, importants. Vous voyez qu'il y a le prochain support mineur, hein, je dirais pas majeur, mais mineur, quoique quand même c'est une unité de temps hebdomadaire qu'on a devant nous, c'est 150. Sur les actions, les seuils psychologiques sont extrêmement importants.
Voilà. Donc 150 pardon, 150 dollars. Voilà, on a 7 dollars encore de baisse possible. Donc ça fait quand même une baisse de quoi de 10% hein, de ah non pardon, excusez-moi, de 5% encore avant qu'on intègre un support. Si on casse ce support, l'objectif sera 127,57. Au niveau de Amazon 1346 dollars, puis 1125 et pourquoi pas 1000 dollars. Vous voyez. Donc là, on est à 1473. Là, le prochain niveau de support, il est à 1346. Et vous voyez, en hebdo, on n'a pas de divergence haussière, ni en hebdo, en journalier, on en a une, mais voilà, pas très très, enfin, pas très belle. Hein. Et au niveau de Apple, divergence non, qui est annulée puisque vous voyez, on n'a pas eu la clôture, voilà, on n'a pas eu le sommet qui a été franchi. D'où l'importance d'attendre qu'une divergence soit validée. Hein. Vous voyez que là, il n'était pas validé, ce qui a permis d'éviter de rentrer à l'achat sur Apple bêtement. Donc voilà, Apple c'est baissier, que ce soit le prix ou le momentum, donc tout mène à croire que Apple va venir chercher des 150 dollars. Donc voilà, la baisse à Wall Street semblerait, hein, je dis bien semblerait, ne pas être terminée d'un point de vue technique. Hein. J'ai beau eu être pas confiant, mais je dirais optimiste cette semaine. Hein. Vous avez pu être témoin, je pense, que voilà, tout n'était pas terminé à la clôture sous 2600. Il y avait 2550, 2530, 2500. Mais là, on voit, voilà, ça a été franchi, hein, ces trois supports en l'espace d'une semaine. C'est pas que, voilà, je vais pas rester bullish éternellement. Donc voilà, pour les marchés actions, je pense qu'on va connaître une séance assez neutre, hein, une séance de digestion. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que le Nasdaq, eh bien, reste au-dessus de ses plus bas de l'année, hein, ne les a pas enfoncés. Vous voyez qu'on a eu un rebond à 6163 points. Donc voilà, je pense qu'on va sauvegarder ces niveaux de support en intraday, tout comme le S&P et tout comme le Dow Jones. Voilà, je pense que les plus bas de la veille vont être sauvegardés. Maintenant, je m'attends pas à un rebond. On n'a pas eu notre signal sur le VIX. Voilà, ça me semble peu probable qu'on ait un rebond avant Noël, puisque voilà, on arrive dans une période où les institutionnels vont entrer en période voilà, d'inactivité. Et pour votre information, hein, ceux qui font les tendances, c'est les fonds de pension, c'est les hedge funds, c'est voilà, c'est les institutionnels qui font les tendances sur les marchés actions. Hein. C'est pas vous et moi qui achetez des petits lots hein, sur le S&P qui font la tendance hein, sur le S&P 500. Hein. C'est vraiment les institutionnels. Voilà. Et donc sur les matières premières, bon, l'or, alors l'or qui rebondit, alors 1262 dollars, donc l'objectif a été atteint, 1262 dollars. Je vous rappelle, c'était l'objectif de cette baisse. Voilà, 50% de cette baisse qui a été retracée. Je pense qu'on peut s'attendre à une période de petite voilà, respiration du prix et du momentum proche de ce niveau de prix. On arrive également en haut du canal, donc voilà, je serais pas surpris si l'or commence à consolider, voire même retrace une partie. Euh, avant de repartir à la hausse. Honnêtement, moi pour l'année prochaine, je suis extrêmement haussier sur le gold. Hein. Le gold, je suis haussier déjà parce qu'on a beaucoup d'incertitudes sur le marché, et en plus de cela, le DXY pour moi devrait être baissier l'année prochaine, et donc ça va mécaniquement faire monter l'or. L'or, j'ai pu parler avec plusieurs personnes professionnelles. Hein, et l'or, honnêtement, ils ont des objectifs aux alentours des 1321, voire même beaucoup plus haut pour l'année prochaine. Donc voilà, il y a vraiment une marge hein, de hausse pour l'or l'année prochaine. C'est possible qu'on revienne au niveau de début 2018. Hein. Vous voyez, 1350, honnêtement, c'est possible. Donc voilà, autant attendre des bons niveaux de prix, des périodes de doute de la tendance haussière pour se repositionner à l'achat. Donc là, en termes de niveau de prix, je pense pas que ce soit un bon niveau de prix pour passer à l'achat. Par contre, si on a un pullback à 1238, par exemple, ça pourrait être un niveau intéressant. Si S&P terminait fort aujourd'hui, plus 10%, tout est remis en question. Alors, qu'est-ce que vous dire par terminer fort? Est-ce que ça veut dire s'il rebondit? Non. Non, parce que même s'il rebondit de 2%, le S&P sera en baisse quand même de 14% depuis ce sur-trimestre. Donc non, ça ne remettrait pas en cause la hausse de 10% le trimestre précédent. Je rappelle, le S&P est en baisse de 16% depuis le début du trimestre. Hein. Sur le CAC, nous avons une oblique MM200 pardon, en support weekly. Alors oui, et en effet,
CAC 40, regardez en weekly, on teste une oblique majeure, hein. Alors, je vais faire un peu de tri, hein, sur toute cette oblique, sur tous ces seuils. Moi, je vais tout enlever même. Alors, en hebdomadaire, alors on teste cette oblique, regardez. Point bas 2011, point bas de 2012, point bas de 2016. Vous voyez, on teste cette oblique. Donc, argument qui pourrait suggérer un rebond, mais pour le moment, on n'a pas le rebond. Donc, c'est compliqué d'acheter ce support. Maintenant, pour ceux qui l'achètent, il y a peut-être quelque chose de bon à faire, hein, mais voilà, ça va être compliqué. Si on casse, si on passe sous ce support, honnêtement, on va falloir s'attendre à un retour, eh bien, à ce niveau, vous voyez, 4131, donc ça, c'est déjà le prochain niveau de support. Vous voyez, c'est là où on a eu le breakout. Mais donc, si on casse les 4131, honnêtement, c'est direction 4265, hein. Puis, potentiellement 4000 points. Le DAX, les 10 000 sont à portée. Les 10 000, ça y est, hein, ça devrait être fait lors des prochaines semaines, hein, je pense. Donc voilà, perspective plutôt baissière sur du moyen terme sur les marchés actions, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis pour le moment. S'il y a très peu de monde, les banques, assurances ou autres sur les marchés la semaine prochaine, y a-t-il un risque, par exemple, un hedge fund fasse bouger rapidement un actif à l'inverse de notre analyse technique, que nous soyons marrons? Alors, il y a un risque. Alors, sur les actifs comme des actifs majeurs comme le S&P, etc., même s'il y a peu d'institutionnels, est-ce qu'un hedge fund peut faire décaler le prix? Ça me semble assez limité. La probabilité me semble assez limitée. Maintenant, ça me semble, c'est possible, ça a déjà été vu. Donc voilà. Donc CAC baissier, voilà, 4362, c'est le support majeur, hein, pour le CAC 40 dorénavant. Et si on passe sous 4631, pardon, 4131, c'est le support majeur. Si on passe sous ce niveau-là, c'est direction 4265 points. Regardez le Bitcoin. Alors oui, le Bitcoin 4020, voilà, le Bitcoin qui continue, hein, son rebond à court terme. Il prend quoi? Il prend 20%, quelque chose comme cela depuis le début de la semaine. Alors je ne sais plus exactement. 32%. 32%, ce que j'avais écrit dans mon article du lundi, c'était donc le rebond. Donc c'était à ce moment-là, hein, vous voyez, rebond jusqu'à 4004. Donc objectif toujours en ligne. Et voilà. Et donc voilà, pour ce point de marché, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je n'ai plus rien à rajouter. Alors on va faire un petit tour, voilà, sur le Bund. Regardez le Bund qui est revenu tester cette oblique baissière de long terme. Donc on est sous résistance actuellement. Il y a une divergence. Si on a une baisse du prix du Bund, c'est-à-dire qu'on a une hausse du rendement et donc une hausse des marchés à actions. Enfin, en tout cas, c'est la corrélation qu'on a généralement. Donc là, à surveiller, parce que le Bund, il est sous résistance. Il est sous résistance et on a une divergence. Donc si en journalier, ce Bund, eh bien, enfin le RSI du Bund passe sous 50, ce serait un argument en faveur d'une baisse du prix du Bund et donc une hausse des marchés actions. Donc à surveiller. Alors, intraday ce soir, la clôture est déjà arrivée. Ma question est pour plus 10% sur la S&P 500. Alors, j'ai pas compris ce que vous voulez me demander. Alors, plus 10% c'est S&P 500 aujourd'hui, je veux dire, ah non. Enfin, si vous me posez la question, est-ce que un plus 10% est possible en une séance? Non, clairement pas. Alors, je sais pas si c'est la question, mais non. Et voilà, écoutez, pour ce point de marché, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous nous retrouverons le mercredi 26 décembre, le matin, comme d'habitude, à 9 heures. Et écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Encore une fois, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Profitez bien. Il y aura peu de choses à faire lundi, hein, sur les marchés, vous vous doutez bien. Donc voilà. Excellent week-end à vous et je vous dis à mercredi.